c'est de ça qu'on parle principalement aujourd'hui, c'est de la requalification en contrat de travail, poursuites qui ont été facilitées par l'admission du salariat. La requalification, elle peut être demandée autant par l'URSSAF que par le remplaçant lui-même. Alors, on n'a pas de conditions absolues et inéluctables qui vont faire basculer le contrat de remplacement en contrat de travail. On va chaque fois se baser sur un faisceau d'indices qui laisse à penser qu'on se trouve plus dans un contexte de salariat que dans un contexte de remplacement. Quand la requalification est demandée par l'URSSAF, on va être sur du pénal. Donc, on va aller devant le tribunal correctionnel avec à la clé une potentielle condamnation à de la prison, éventuellement à une amende, et en plus, l'URSSAF va pouvoir demander la condamnation à payer les cotisations qui auraient été dues si le remplaçant avait été déclaré comme salarié. Quand c'est le remplaçant qui demande la requalification, là, il va la demander devant le conseil de prud'homme. On n'est pas sur du pénal, on est sur du civil, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de risque de condamnation à de la prison ou à une amende. En revanche, on va potentiellement être condamné à payer des rappels de salaire, des indemnités pour licenciement abusif, puisque c'est généralement quand le remplacement se termine que le remplaçant saisit le conseil des prud'hommes, mais c'est des indemnités qu'on va principalement verser aux remplaçants. Alors, on était dans le cas du mois de janvier avec une infirmière, cas très classique en zone surdotée, qui partageait le planning avec le remplaçant. Donc, elle était seule, elle avait une remplaçante pour 10-12 jours tous les mois pour pouvoir assurer la continuité des soins. L'URSSAF a fait son enquête et ensuite, l'URSSAF et la CPAM ont déposé plainte au pénal et ça a été soumis au tribunal correctionnel. Alors, plusieurs arguments ont été avancés. Le premier, c'était le chiffre d'affaires de la remplacée et de la remplaçante qui était à peu près équivalent, mais c'est assez logique puisque du coup, grosso modo, la remplaçante faisait 12 jours et la titulaire 18. Mais en réalité, on n'a pas vraiment, on me dit souvent, dans ce cas, combien de jours est-ce qu'il faut faire? Quel chiffre d'affaires il ne faut pas dépasser? Il n'y a pas tellement de seuil. Pourquoi ces chiffres d'affaires ont été avancés? C'est surtout parce qu'ils illustraient le fait que la remplaçante était dépendante financièrement de la remplacée. Elle faisait un nombre de jours suffisamment important pour pouvoir se passer de tous les autres cabinets. Cette dépendance économique a été un premier critère qui a marché pour faire basculer sur du travail dissimulé. Deuxième critère qui a joué dans la balance, c'est le fait que la remplaçante venait de manière régulière, ce qui est totalement contraire au statut du remplacement. Troisième critère, le fait que la titulaire faisait les plannings, elle envoyait les plannings à sa remplaçante. Le tribunal a considéré que ça témoignait d'un lien de subordination, c'est-à-dire d'un pouvoir de direction de la part de l'infirmière remplacée sur la remplaçante. Et ça, c'est un critère qu'on retrouve également lorsqu'on se trouve devant le conseil des prud'hommes, c'est-à-dire lorsque c'est le remplaçant qui demande la requalification. Et bien souvent, le fait justement d'élaborer unilatéralement les plannings et de les envoyer au remplaçant est un critère qui témoigne d'un lien de subordination. Autre critère qui est lié, c'est le fait que, en cas de problème avec les patients, c'est la remplacée qui intervenait, alors soit en direct auprès des patients, soit en donnant des explications, des orientations aux remplaçants. Là aussi, on est sur un critère qui a témoigné d'un lien de subordination. Donc, on est là encore sur un critère qui va pouvoir faire basculer la balance en faveur d'un travail dissimulé, que ce soit à la demande de l'URSSAF ou que ce soit à la demande du remplaçant. Autre critère qui a été mis sur le tapis en janvier, le fait que les contrats de remplacement n'avaient pas de motif. Encore une fois, parce que ce motif doit pouvoir illustrer la ponctualité du remplacement et, à contrario, ne pas témoigner d'une récurrence. Voilà pour les grandes lignes, mais encore une fois, on ne peut pas dégager un nombre strict de critères. À chaque fois, on va être sur une appréciation globale de la relation qui a uni les deux.
il faut garder à l'esprit, il faut principalement éviter la régularité et la dépendance économique de la part du remplaçant. Et puis, il faut éviter de permettre la reconnaissance d'un lien de subordination, c'est-à-dire qu'il faut que le remplaçant puisse rester indépendant. Alors, risque moins important, en tout cas d'un point de vue financier, si je peux dire, quand on ne respecte pas le cadre du remplacement, c'est aussi le fait que l'obligation de non-concurrence ne s'applique pas. Il faut savoir que quand vous êtes remplacé plus de 3 mois, consécutifs ou pas, le remplaçant ne peut pas ensuite s'installer sur le même secteur que vous ou dans un cabinet concurrent. Et ça, pendant 2 ans. Et il faut en tous les cas savoir que vous avez cette obligation de non-concurrence qui vous protège en tant qu'infirmière remplacée. Alors, je dis bien que c'est une obligation de non-concurrence et non pas une clause de non-concurrence. Une clause de non-concurrence, elle est optionnelle. L'obligation de non-concurrence, c'est différent, c'est-à-dire qu'elle s'applique automatiquement, même si dans votre contrat, ça n'est pas prévu spécifiquement. Le risque, si le remplaçant, par exemple, demande la requalification de son contrat, c'est que cette obligation qui ne s'applique qu'au remplaçant n'a plus lieu de s'appliquer et le remplaçant s'installera où il veut.